place à Béni et à Ituri avait demandé à ce que l'état de siège, on puisse restituer justement aux civils les prérogatives judiciaires et que les militaires se consacrent plutôt sur les aspects opérationnels de la guerre. C'était une mesure de bon sens qu'avait demandé la société civile. Est-ce que vous avez accédé à leur requête de manière satisfaisante, pleine et totale, pas au niveau de certaines juridictions, mais de toutes les juridictions civiles, pour que la vie civile ne soit pas perturbée dans la mesure du possible. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, M. Israël Moutala. Le problème est plus complexe qu'il ne paraît. Sur le plan doctrinal, parmi les conséquences de la proclamation de l'état de siège, c'est que les juridictions civiles sont mises en veilleuse. Mais il y a moyen de rationaliser justement cet état de siège. C'est pourquoi, entre autres, consécutivement à notre passage dans ces zones où l'état de siège a été proclamé, je viens de vous apprendre que les juridictions civiles ont repris dans les aspects civils. Les tribunaux pour enfants ont aussi repris le service. C'est une requête qui mérite d'être examinée. Nous allons l'examiner avec les différents acteurs parce qu'il y a des problèmes. Ça, nous devons en convenir. Mais lorsque nous sommes dans une zone opérationnelle comme celle-là, où l'état de siège est proclamé, il y a des infractions liées à la vie militaire. Vous n'allez pas juger de la même manière quelqu'un qui a pris un objet contendant quelconque, un bâton, qui blesse quelqu'un, avec quelqu'un qui prend des armes, qui massacre des gens. Il y a la procédure militaire qui a ses particularités et ce sont des militaires pour certains qui touchent les armes. Il faut la justice militaire pour cela. Mais en ce qui concerne les infractions civiles, c'est tel qu'on peut le dire, je pense que la question mérite d'être examinée. Je pense que les uns et les autres, puisque la question est déposée, elle sera examinée, mais déjà avec le fonds qui est fourni, avec déjà les affaires civiles qui commencent encore à être examinées par les juridictions civiles, c'est une avancée. Nous pouvons aller progressivement. C'est comme l'état d'urgence qui est passé de 22h à 23h aujourd'hui. Le couvre-feu, qu'est-ce que j'ai dit? Le couvre-feu, merci. Le couvre-feu qui est passé de 22h à 23h. Donc nous pouvons aller progressivement. On ne peut pas aller du tour de tour à la fois. C'est une petite préoccupation. Il y a eu une décision qui a choqué l'opinion, qui a été prise pendant l'état de siège. C'est ce qui justifie un peu les dérives de l'état de siège. On a vu 2 militaires, 2 officiers se livrer à une rixe, à être condamnés à la perpétuité. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les avis justement qui démontrent que l'état de siège n'est pas approprié parce que pour une risque, on ne peut pas condamner des officiers militaires à la perpétuité. Vous, en tant que ministre des droits humains, vous ne trouvez pas que cette condamnation est excessive, elle est cynique? Merci beaucoup. Je pense que c'est pourquoi je vous ai dit la justice militaire a une logique, a certaines logiques que la justice classique ignore. Je pense aussi qu'il est ouvert à ces majors et capitaines une voie de recours. En notre sens, en tant que ministère des droits humains, parce que chaque infraction est attachée à une peine. C'est pourquoi nous insistons toujours, pas d'infraction qui n'ait été au préalable prévue par la loi. Et pas de peine non plus qui n'ait été prévue par la loi. Est-ce que la sanction à un combat, à des coups et blessures, est-ce que c'est la peine capitale ou la perpétuité? Il faut interroger la loi et c'est pourquoi, puisque parmi les principes sacro-saints des droits de l'homme, et même le noyau dur, c'est les principes qu'on ne doit pas violer de la légalité des délits et des peines, mais aussi le double degré des juridictions. Dans ce sens, on ne peut pas leur priver de ces droits-là. Ils peuvent aller en appel, c'est excessif à mon sens, j'en conviens, mais ils peuvent aller exercer la voie de recours pour que cette décision soit examinée. Tout est ouvert. Pascal Moulédois, mais sur cette question, si je peux me permettre un commentaire, l'état de siège, je crois que nous l'avons dit ici, c'est la cour martiale. Bon, ça veut dire que pendant l'état de siège, c'est ce que beaucoup de gens confondent. Il y a 2 ordonnances, malheureusement je me rends compte qu'on ne les lit pas toujours, qui spécifient comment l'état de siège va fonctionner et qui expliquent clairement
les degrés d'implication et de fonctionnement des gouverneurs militaires sur certaines questions. Et pour ce qui concerne les questions, par exemple, liées aux militaires, il faut savoir que les militaires sont jugés plus durement que les sont en temps normal. Et donc, il faut regarder l'ordonnance. C'est pour ça que nous avions... la ministre de la Justice d'État, de toute façon, elle est disposée. Elle pourra aller répondre à ces questions en long et en large pour nous donner tous les détails possibles. De toute façon, pour nous, l'idée, c'est d'être transparent, de dire ce que nous faisons, de reconnaître. Parce que lorsque vous parlez des prisons, vous dites qu'il faut des réponses structurelles. Israël Moutala, vous êtes journaliste économique, vous savez qu'il faut des moyens. Dites-moi de quand datent les problèmes structurels de ce pays et dites-moi si dans le temps qui nous est imparti dans le cadre de votre mandat, nous serons en mesure de régler tous les problèmes structurels liés à ça. Et donc ici, il faut noter la détermination et la volonté d'y arriver. Pascal Moulégois. Merci. Monsieur le ministre, vous avez parlé du programme DDRC, mais le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel, s'est dit choqué par la nomination d'un ancien chef rebelle à la tête de ces mécanismes. Avez-vous une réaction du gouvernement à propos? Comment est-ce un ancien chef rebelle peut mener un processus de paix? Monsieur le ministre des Droits humains, quel état faites-vous du respect des droits de l'homme dans les deux provinces sous état de siège? Surtout que l'ONU a noté ces derniers jours la multiplication des détentions, les cas d'un militant de la lucha, ça fait maintenant 1 mois. Il y a aussi des exécutions extrajudiciaires, telles que dénoncées régulièrement. Quel état faites-vous par rapport à cela? Merci. Exécution extrajudiciaire, je crois que je n'en ai pas entendu parler moi, mais pour vous répondre à votre première question, vous savez, le docteur Mukwege que j'ai rencontré à Bukavu, c'est une des voix congolaises qui porte le plus et nous sommes tous fiers de son combat. À ma suite d'ailleurs, le collègue qui a séjourné à Bukavu a aussi eu l'occasion de le rencontrer. Donc il a des avis qui comptent. Je voudrais simplement relever à l'attention de tous ici que nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé. Je ne voudrais pas commencer à citer les noms des rebelles ou d'anciens chefs rebelles pour ressasser le passé de chacun. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de regarder l'avenir. Parce que le profil de celui qui doit diriger le programme de DRCL, c'est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères. On pourra organiser peut-être par le moment venu vous donner le curriculum vitae de M. Tony Tambo qui a été nommé. Vous pourrez voir que dans son parcours, il a le bagage qu'il faut, il parle les langues locales, il connaît la situation. Et après, s'il faut regarder sur le passé de chacun de nous, on trouvera toujours des choses à redire. Mais ici, il faut regarder la volonté qu'il y a et les demandes pressantes qu'il y avait au niveau de l'état-major général de prendre en charge, parce que les militaires sont en opération, les rendus qui sont regroupés depuis déjà plusieurs mois, parce que depuis le début de l'état de siège, on enregistre des rendus tous les jours. Ces rendus doivent être pris en charge et versés dans un programme qui leur permettra de réintégrer la vie civile. Nous voulons plutôt nous focaliser sur ces besoins-là, y apporter des réponses pour permettre à nos militaires d'être soulagés progressivement au fur et à mesure qu'ils récoltent le nombre de rendus. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. L'état des lieux des droits de l'homme dans ces deux provinces, il y a des avancées. Lorsque vous parlez des exécutions extrajudiciaires, je sais pas si vous avez un cas précis. Vous ne parlez pas des abus qui peuvent arriver, mais quand vous parlez de l'exécution, ça a une lourde charge émotionnelle. Et qui a été exécuté et par qui? C'est dans le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Non, on ne parle pas d'une justice, par exemple, ou d'un peloton organisé pour exécuter. Il y a des bavures qui peuvent arriver, parce que vous n'allez pas dire pendant qu'on mène des actions, vous avez des militaires qui vont en face des ennemis, parce qu'ils sont en train de combattre pour pacifier le pays. Vous n'allez pas parler d'une exécution, ça c'est la guerre, parce qu'on doit pacifier le pays. Mais en notre sens, parce que nous avons quand même des représentants, ces terrains, on n'a pas appris, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, un journaliste, malheureusement, qui a très mal compris les propos de son excellence, monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu,
qui a relayé une information selon laquelle il n'y aurait plus de place dans les prisons de Goma et que quiconque serait attrapé en flagrant délit de vol serait pendu au écoute. C'était très mal rendu et c'était faux. Vous êtes rendu compte que nous avons fait un communiqué et le gouverneur militaire avait directement fait un démenti à travers son porte-parole que nous saluons. D'ailleurs, je sais qu'il est en train de nous suivre. Donc vous pouvez être rassurés là-dessus. Il y a de grands efforts qui sont fournis. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Une situation qui était critique pendant très longtemps, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain. Mais il y a des efforts, je l'ai dit dans mon mot d'introduction, on ne nous reprochera pas de manquer de volonté. Mais aussi, nous devons savoir que de plus en plus, et vous le suivez, chaque fois que le chef de l'État sort, il parle de la justice transitionnelle. Pour revenir au premier aspect de votre question. La justice transitionnelle voudrait, contrairement à la justice classique, de mettre l'accent sur les victimes de crimes graves. Dans les jours qui viennent, vous entendez parler d'un établissement public qui verra le jour, un fonds d'indemnisation, un fonds de réparation des crimes graves. Et il y a des piliers dans la justice transitionnelle. Il y a la réparation. Aujourd'hui, on peut parler d'une personne impliquée dans tel conflit, tel autre conflit, encore que sur le plan des droits de l'homme, il y a toujours eu ce qu'on appelle, tant que la culpabilité n'a pas été établie par un jugement coulé en force de choses jugées, tout reste dans le cadre de spéculation. Mais il est important qu'on soit regardant. Aujourd'hui, avec plus de 14% de cas positifs ou d'avancées dans le cadre du respect des droits de l'homme, nous devons embrayer sur cela pour ne pas toujours être prompt, ne pas toujours être pressé de parler de tout ce qui est négatif. 14%, c'est quand même beaucoup et nous avons reçu des félicitations de différents partenaires. Nous devons avancer dans ce sens-là et nous continuer à tirer notre pays vers le bas parce qu'avec l'amélioration des droits humains, ça nous donne beaucoup d'avantages, même dans le cadre de la coopération multilatérale comme bilatérale. Je vous remercie. Voilà, prochaine question, Élisée Odia. Bonsoir, Monsieur le ministre. Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera interpellée, jugée, entendue et condamnée. Ces affirmations ne sont pas de moi, mais du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. N'est-ce pas là une preuve que les droits de l'homme ne sont pas respectés ou sont en passe d'être violés dans ce coin du pays? Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit. Il n'y a pas, dans un état dit de droit, ou dans un état qui se veut de droit, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi. Faire le contraire, c'est aller à l'antipode de l'état de droit. Il peut arriver des écarts de langage. Ça peut arriver à quiconque. Mais dans le plan de l'arsenal juridique, nous la poena sine lege. C'est-à-dire, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi. Je pense qu'on ne peut pas se focaliser sur des propos peut-être qui sont sortis comme ça, mais en termes d'état de siège et dans un état de droit, il n'y aura pas d'infraction qui n'ait attaqué l'état de siège. Dans quel sens? Faire des critiques, mais pendant l'état de siège, la liberté de penser, la liberté d'expression ne sont pas annihilées. Je voudrais sur cette question justement, j'ai devant moi, je crois qu'on vous l'a distribué, l'ordonnance portant mesures d'application des états de siège sur une partie du territoire. Je vais vous lire quelques dispositions. Article 4. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investis des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir, il y a plusieurs points, parmi lesquels interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public. Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux artificiels. Je vous donnerai les documents après. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre
L'état de siège, on arrive à l'état de siège lorsqu'une partie de l'intégrité du territoire est menacée. Ce n'est donc pas un état normal. C'est justement le fait que les choses se soient passées telles qu'elles se soient passées, parce que nous avions reçu beaucoup de critiques au début de l'état de siège. Les gens pensaient que ce serait une ouverture pour des abus, entre guillemets. Vous avez vu que les abus qui étaient attendus ne sont pas arrivés, parce que ce n'est pas cela l'esprit. Mais les gens ne doivent pas confondre l'état de siège à un état normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, député national soit-il, vous pouvez être, mais vous n'avez pas le droit, pendant l'état de siège, de tenir des réunions qui peuvent, si le gouverneur militaire estime porter atteinte à ce qui est organisé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas non plus vous prévaloir de vos immunités, parce que nous sommes dans une période où on veut rétablir l'intégrité territoriale. C'est l'antichambre d'un état de guerre. Et vous savez que c'est un état d'exception. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. C'est ici l'occasion de rappeler aux uns aux autres. Parce que nous voyons qu'il y a des critiques qui viennent, qui fusent. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Je crois que je vais organiser, quand vous redistribue l'ordonnance sur l'état de siège, qui vous donne l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège, pour qu'à chaque fois que vous entendrez des choses dites dans les provinces du Nord Kivu ou de l'Ituri par qui que ce soit, que vous preniez le soin vous-même de regarder si c'est conforme, parce qu'il est aussi dit, je ne suis pas juriste, que nul n'est censé ignorer la loi. Votre deuxième question, on va progresser parce qu'on doit libérer l'antenne. Est-ce qu'on a le droit de critiquer, oui ou non, l'organisation, le déroulement de l'état de siège? Je crois que depuis le début, il y a des critiques, mais pourquoi pensez-vous que les membres du gouvernement sont passés devant la commission défense de l'Assemblée nationale? Pourquoi pensez-vous que nous venons nous exprimer ici? Pourquoi pensez-vous que le porte-parole de l'armée et de la police était avec moi ici pour s'exprimer? C'est pour vous dire que nous connaissons la sensibilité du sujet. Nous tenons aux libertés. Le président de la République est lui-même issu d'un parti qui a fait le combat pour la liberté, justement. Et donc nous ne pouvons en aucun cas œuvrer pour mettre à mal la liberté de certains compatriotes. Ruth Abitota. Il nous reste 15 minutes. On va prendre 3 ou 4 dernières questions parce que il faut libérer le temps d'antenne pour le journal. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai deux petites préoccupations. La première concerne l'arrivée des experts militaires américains au pays. Alors déjà, des voix se lèvent pour condamner cette option. On estime que certains vont même jusqu'à dire que c'est de la naïveté de notre part, parce que partout où les Américains sont passés, on sait très bien qu'ils n'ont pas su imposer la paix. Est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de la RDC? Est-ce que ceux qui pensent que ça a été une erreur, est-ce qu'ils ont tort? La deuxième question concerne justement les auditions qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale. À l'issue de ces auditions, le président de la Commission Défense et Sécurité a relevé le fait qu'il y a nécessité que certains détails soient recadrés. Alors au niveau du gouvernement central, quelles sont les failles que vous avez relevées? Et puis la dernière, c'est vrai, on enregistre des redditions, mais le plus grand problème, c'est l'encadrement de ces éléments. Parce que tout récemment, on est touré, s'est rendu, était en train de se plaindre, ils étaient abandonnés à leur sort, il n'y avait pas de financement de la part du gouvernement. Et puis les programmes de démodélisation et réinsertion, on en a connu dans ce pays, mais pas vraiment de résultats, on n'a pas atteint les résultats attendus. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que cette fois-ci, ça sera la bonne? Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez posé finalement 34 questions, il n'y a pas de problème. On va commencer par la dernière. J'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance qui crée le programme DDRCS. J'ai parlé de la nomination de son animateur et de la nécessité pour nous de prendre en charge immédiatement ceux qui s'y rendent. Ils sont évalués, le Premier ministre l'a dit récemment dans sa communication, à 3524. Et chaque jour, il y a des redditions parce que les militaires continuent de travailler. D'ailleurs, mon collègue qui est à ma droite l'a constaté quand il était sur place. Et donc, mais pour ce qui concerne ce que nous, on a noté comme difficulté durant l'application de l'état de siège, je crois que le Premier ministre l'a révélé. Il y avait justement beaucoup de préoccupations sur l'administration de la justice. Nous étions sur place avec le président de la République, nous y avons fait 3 semaines. Il y avait des plaintes de la société civile
je crois que quand nous sommes revenus, immédiatement après, la ministre de la Justice a pris une circulaire qui permettait à la justice civile d'opérer. Je parle sous le contrôle de mon collègue qui est juriste, qui pourra me compléter sur le sujet. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège. Nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège, il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où les problèmes perdurent depuis 20-25 ans. Mais il ne faudrait pas nous reprocher de manquer de volonté. De toute évidence, nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations. Alors, au sujet de l'arrivée des experts militaires américains, il ne faut pas qu'on se lèse. Ici, c'est sur notre armée que nous devons compter l'ingénieur. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé le programme Bembe-Lekoyate. Nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés. Mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier si ce n'est pas notre armée? Moi, je me désole très souvent de regarder, de voir comment de manière, parfois, excusez-moi le terme, légère, nous tous, on s'en prend à nos militaires, on s'en manque, on rigole. Mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et ces femmes consomment pour la protection du pays? Les militaires, les enseignants, les personnels médicaux. Parfois, lorsque on dit des choses sur notre armée, il faut se regarder. Alors, l'armée, là, vous la diabolisez, mais quand est-ce que vous aurez une autre? Le président de la République est arrivé, il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille. Si vous regardez, le chef d'état-major général est resté le même. Il ne faut pas demander au président Tshisekedi, même par pouvoir magique, de créer une armée en 5 ans. Ce ne serait pas républicain, parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée, mais c'est dans le cadre de ces efforts, parce que nous faisons face au terrorisme qui est une menace mondiale. Il y a une coalition mondiale qui existe contre Daesh, qui a tenu des réunions, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutulo, l'a pris par là-bas. Et c'est donc ce qui se passe chez nous ici, c'est un embryon. Vous savez que nous avons 9 voisins. Si on laisse ces cancers des terroristes et ces métastaser, mais toute la région sera perturbée et ça entachera la sécurité du continent et la sécurité mondiale. Et donc, dans le cadre, puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement américain, les experts qui sont spécialisés sur les questions de terrorisme sont arrivés. C'est notre armée qui fera la bataille, ils viendront regarder le plan, quel type d'appui, quel type de besoin, quel type de renseignement, et nous verrons comment avancer. Donc ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme, et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains les premiers à se mobiliser à ce niveau-là, en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO, mais nous souhaitons que d'autres pays, d'ailleurs, s'ils sont disponibles, les termes nous pourront en convenir, pour que nous puissions avoir une armée forte et puissante, capable de défaire ce terrorisme, parce que ceux-là ne se rendent pas comme les autres miliciens des groupes armés nationaux. Monsieur le ministre, peut-être un commentaire sur ces questions. Nous pensons que dans le cadre de la collaboration, lorsqu'il y a des situations qui menacent la paix, nous l'avons suivi avant que l'ancien président de la République n'entre, ou lorsque la crise s'était exacerbée, on avait fait appel à d'autres forces étrangères, des forces zimbabwéennes, des forces angolaises, nous nous en souvenons. Je pense que tout est question de volonté, question d'encadrement. Ce n'est pas parce qu'on fait appel à des forces ou à des experts étrangers qu'on va hypothéquer notre souveraineté nationale. C'est une question de bon sens et de principe, de savoir encadrer ce qui doit être fait. Mais cela démontre de la volonté expresse, la volonté du chef de l'État à ne rien négliger, à tout mettre sur la table, à tout mettre de son côté pour que nous puissions avancer, pour que nous ramenions la paix en République démocratique du Congo. Cela est très important. Vous avez presque tout donné. Merci. Dominique Okenza. Jules, on va finir avec toi. Voilà, Dominique, il faut faire vite, nous devons libérer l'antenne pour le journal, s'il vous plaît. Merci, Son Excellence. J'ai cette préoccupation, je la pose au porte-parole du gouvernement. Il y a blocage dans la désignation des animateurs de la CENI. C'est bien l'état de siège. Non, c'est moi qui demandais ça à vous.
Le dialogue pour dégager un consensus piétine. À la place, nous assistons à des correspondances. Les confessions se réunissent séparément. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais quel commentaire vous voulez que je vous donne, cher Dominique? Le Premier ministre a répondu à cette question au cours de sa dernière sortie dans le cadre de son jour. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce qui est attendu de nous dans le cadre du processus électoral? Le financement, la mise à disposition de moyens pour la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucune responsabilité dans le choix des animateurs de la CENI. Nous suivons avec attention la question, vous avec nous sûrement. Et lorsque les gens parlent de dialogue, mais de quel dialogue on parle encore? Pour parler de quoi? Vous vous souvenez qu'il y a même pas une année, le président de la République a initié des consultations plurielles qui ont pris un mois. Il a parlé avec toutes les forces représentatives du pays, les forces politiques, les forces sociales, et au terme de ces consultations, il est ressorti un plan qui veut que les élections se tiennent entre autres dans le délai, parce que nous tous nous avons convenu, il y a un gouvernement de l'Union sacrée qui a été mis en place avec toutes les forces qui ont été consultées. Alors un dialogue pour parler de quoi? Pour parler de l'organisation des élections ou pour parler de quoi? Bon, peut-être que le moment venu, il faut spécifier la question, mais ici, ça doit être clair. La volonté du gouvernement, c'est dit et redit, nous voulons faire les élections dans les délais. C'est aussi ici l'occasion de réitérer l'appel que le Premier ministre a lancé aux différents acteurs qui sont impliqués dans ces processus. Ils doivent se dépasser. Ils doivent se surpasser parce que nous avons le temps qui court. Parce que je lis à gauche, à droite, on parle des glissements. Si vous pensez, si on vous dit que le gouvernement planifie les glissements, c'est une grosse erreur, un fake news. Nous travaillons dans la perspective de l'organisation des élections dans les délais impartis. Ça doit être bien clair et bien noté. Mais donc, pour arriver au dénouement du processus électoral, il y a des processus par lesquels nous passons, qui sont fixés du reste par l'Assemblée nationale. Les différentes composantes sont en pleine discussion. Nous espérons qu'ils vont faire vite pour permettre au gouvernement d'avoir un interlocuteur avec lequel avancer sur le processus électoral. Ratio Tititan. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. C'est quand même assez simpliste de croire qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme et de balayer d'un revers de la main le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais ça veut dire qu'entre vous, gouvernement de la République et le BCNDUH, il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Je ne voudrais pas ici utiliser l'expression ment ou mensonge, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Parce que dans son rapport, le BCNDUH est clair, plusieurs violations de droits de l'homme, notamment des violations commises par des agents de l'État, et ça pointe du doigt la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Peut-être une réaction très musclée de la part du gouvernement où les FARDC sont mis en cause et les éléments de la police nationale congolaise, plutôt que de nier et de dire que tout va bien, alors que c'est l'image même de l'armée congolaise et de la police qui est mise en mal. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, qu'est-ce que vous répondez au BCNDUH et si cela n'est pas vrai, qu'est-ce que vous demandez pour réparer le préjudice? Merci beaucoup, madame. Je pense qu'à aucun moment, j'ai dit que tout va bien, le tableau est effacé, circulé, il ne se passe rien. Non. Il y a des cas de violation des droits de l'homme qui ont été enregistrés, qui sont enregistrés et qui seront enregistrés dans tous les États du monde, même aux États-Unis. En France, on enregistre des cas de violation des droits de l'homme. Et ce qui est important, c'est d'afficher une volonté manifeste de réduire le plus possible ces cas de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi il faut rencontrer justement ces cas de violation des droits de l'homme en amont, en formant. Vous savez, l'une des raisons majeures avancées
par ces agents de l'ordre, c'est que nous ne savions pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ratifié un instrument important, l'interdiction de la torture, de l'usage à la torture, pour obtenir des aveux en justice, par exemple, ou toute forme de torture, toute réduction, d'ailleurs, c'est affirmé même déjà dans la Constitution, la torture. Sur place à Beni et à Ituri avait demandé à ce que l'état de siège, qu'on puisse restituer justement aux civils les prérogatives judiciaires et que les militaires se concentrent plutôt sur les aspects opérationnels de la guerre. C'était une mesure de bon sens qu'avait demandé la société civile. Est-ce que vous allez accéder à leurs requêtes de manière satisfaisante, pleine et totale, pas au niveau de certaines juridictions, mais de toutes les juridictions civiles, pour que la vie civile ne soit pas perturbée dans la mesure du possible. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, M. Israël Moutala. Le problème est plus complexe qu'il ne paraît. Sur le plan doctrinal, parmi les conséquences de la proclamation de l'état de siège, c'est que les juridictions civiles sont mises en veilleuse. Mais il y a moyen de rationaliser justement cet état de siège. C'est pourquoi, entre autres, consécutivement à notre passage dans ces zones où l'état de siège a été proclamé, je viens de vous apprendre que les juridictions civiles ont repris dans les aspects civils. Les tribunaux pour enfants ont aussi repris le service. C'est une requête qui mérite d'être examinée. Nous allons l'examiner avec les différents acteurs parce qu'il y a des problèmes. Ça, nous devons en convenir. Mais lorsque nous sommes dans une zone opérationnelle comme celle-là, où l'état de siège est proclamé, il y a des infractions liées à la vie militaire. Vous n'allez pas juger de la même manière quelqu'un qui a pris un objet contendant quelconque, un bâton, qui blesse quelqu'un, avec quelqu'un qui prend des armes, qui massacre des gens. Il y a la procédure militaire qui a ses particularités et ce sont des militaires pour certains qui touchent les armes. Il faut la justice militaire pour cela. Mais en ce qui concerne les infractions civiles, c'est tel qu'on peut le dire, je pense que la question mérite d'être examinée. Je pense que les uns et les autres, puisque la question a été posée, elle sera examinée, mais déjà avec l'effort qui est fourni, avec déjà les affaires civiles qui commencent encore à être examinées par les juridictions civiles, c'est une avancée. Nous pouvons aller progressivement. C'est comme l'état d'urgence qui est passé de 22h à 23h aujourd'hui. Le couvre-feu, qu'est-ce que j'ai dit? Le couvre-feu, merci. Le couvre-feu qui est passé de 22h à 23h. Donc nous pouvons aller progressivement. On ne peut pas aller du tour de tour à la fois. C'est une petite préoccupation. Il y a eu une décision qui a choqué l'opinion, qui a été prise pendant l'état de siège. C'est ce qui justifie un peu les dérives de l'état de siège. On a vu 2 militaires, 2 officiers, c'est livré à une rixe, à être condamnés à la perpétuité. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les avis justement qui démontrent que l'état de siège n'est pas approprié parce que pour une risque, on ne peut pas condamner des officiers militaires à la perpétuité. Vous, en tant que ministre des droits humains, vous ne trouvez pas que cette condamnation est excessive, elle est cynique? Merci beaucoup. Je pense que c'est pourquoi je vous ai dit la justice militaire a une logique, a certaines logiques que la justice classique ignore. Je pense aussi qu'il est ouvert à ces majors et capitaines une voie de recours. En notre sens, en tant que ministère des droits humains, parce que chaque infraction est attachée une peine. C'est pourquoi nous insistons toujours, pas d'infraction qui n'ait été au préalable prévue par la loi. Et pas de peine non plus qui n'ait été prévue par la loi. Est-ce que la sanction à un combat, à des coups et blessures, est-ce que c'est la peine capitale ou la perpétuité? Il faut interroger la loi et c'est pourquoi, puisque parmi les principes sacro-saints des droits de l'homme, et même le noyau dur, c'est les principes qu'on ne doit pas violer de la légalité des délits et des peines, mais aussi le double degré des juridictions. Dans ce sens, on ne peut pas leur priver de ces droits-là. Ils peuvent aller en appel, c'est excessif à mon sens, j'en conviens, mais ils peuvent aller exercer la voie de recours pour que cette décision soit examinée. Tout est ouvert. Pascal Moulédois, mais sur cette question, si je peux me permettre un commentaire, l'état de siège, je crois, nous l'avons dit ici, c'est la cour martiale.
Ça veut dire que pendant l'état de siège, c'est ce que beaucoup de gens confondent. Il y a 2 ordonnances, malheureusement je me rends compte qu'on ne le dit pas toujours, qui spécifient comment l'état de siège va fonctionner et qui expliquent clairement les degrés d'implication et de fonctionnement des gouverneurs militaires sur certaines questions. Et pour ce qui concerne les questions par exemple liées aux militaires, il faut savoir que les militaires sont jugés plus durement que les laissants en temps normal. Et donc, il faut regarder l'ordonnance. C'est pour ça que nous avions... la ministre de la Justice d'État, de toute façon, elle est disposée. Elle pourra aller répondre à ces questions en long et en large pour nous donner tous les détails possibles. De toute façon, pour nous, l'idée, c'est d'être transparent, de dire ce que nous faisons, de reconnaître. Parce que lorsque vous parlez des prisons, vous dites qu'il faut des réponses structurelles. Israël Moutala, vous êtes journaliste économique, vous savez qu'il faut des moyens. Dites-moi de quand datent les problèmes structurels de ce pays et dites-moi si dans le temps qui nous est imparti dans le cadre de votre mandat, nous serons en mesure de régler tous les problèmes structurels liés à ça. Et donc ici, il faut noter la détermination et la volonté d'y arriver. Pascal Moulédois. Merci. Monsieur le ministre, vous avez parlé du programme DDRC, mais le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel, s'est dit choqué par la nomination d'un ancien chef rebelle à la tête de ces mécanismes. Avez-vous une réaction du gouvernement à propos? Comment est-ce un ancien chef rebelle peut mener un processus de paix? Monsieur le ministre des Droits humains, quel état faites-vous du respect des droits de l'homme dans les 2 provinces sous état de siège? Surtout que l'ONU a noté ces derniers jours la multiplication des détentions, les cas d'un militant de la lucha, ça fait maintenant 1 mois. Il y a aussi des exécutions extrajudiciaires, telles que dénoncées régulièrement. Quel état faites-vous par rapport à cela? Merci. Exécution extrajudiciaire, je crois que je n'en ai pas entendu parler moi, mais pour vous répondre à votre première question, vous savez, le docteur Mukwege que j'ai rencontré à Bukavu, c'est une des voix congolaises qui porte le plus et nous sommes tous fiers de son combat. À ma suite d'ailleurs, le collègue qui a séjourné à Bukavu a aussi eu l'occasion de le rencontrer. Donc il a des avis qui comptent. Je voudrais simplement relever à l'attention de tous ici que nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé. Je ne voudrais pas commencer à citer les noms des rebelles ou d'anciens chefs rebelles pour ressasser le passé de chacun. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de regarder l'avenir. Parce que le profil de celui qui doit diriger le programme de l'IRCS, c'est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères. On pourra organiser peut-être par le moment venu vous donner le curriculum vitae de M. Tony Tambo qui a été nommé. Vous pourrez voir que dans son parcours, il a le bagage qu'il faut, il parle les langues locales, il connaît la situation. Et après, s'il faut regarder sur le passé de chacun de nous, on trouvera toujours des choses à redire. Mais ici, il faut regarder la volonté qu'il y a et les demandes pressantes qu'il y avait au niveau de l'état-major général de prendre en charge, parce que les militaires sont en opération, les rendus qui sont regroupés depuis déjà plusieurs mois, parce que depuis le début de l'état de siège, on enregistre des rendus tous les jours. Ces rendus doivent être pris en charge et versés dans un programme qui leur permettra de réintégrer la vie civile. Nous voulons plutôt nous focaliser sur ces besoins-là, y apporter des réponses pour permettre à nos militaires d'être soulagés progressivement au fur et à mesure qu'ils récoltent le nombre de rendus. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. L'état des lieux des droits de l'homme dans ces 2 provinces, il y a des avancées. Il y a, lorsque vous parlez des exécutions extrajudiciaires, je ne sais pas si vous avez un cas précis. Vous ne parlez pas des abus qui peuvent arriver, mais quand vous parlez de l'exécution, ça une lourde charge émotionnelle et qui a été exécuté et par qui? C'est dans le rapport du Bureau congé des Nations Unies aux droits de l'homme. Non, on ne parle pas d'une justice, par exemple, ou d'un peloton organisé pour exécuter. Il y a des bavures qui peuvent arriver, parce que vous n'allez pas dire pendant qu'on mène des actions, vous avez des militaires qui vont en face des ennemis, parce qu'ils sont en train de combattre pour pacifier le pays. Vous n'allez pas parler d'une exécution, ça c'est la guerre, parce qu'on doit pacifier le pays. Mais en notre
sens, parce que nous avons quand même des représentants sur le terrain, on n'a pas appris, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, un journaliste, malheureusement, qui a très mal compris les propos de son excellence, monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a relayé une information selon laquelle il n'y aurait plus de place dans les prisons de Goma et que quiconque serait attrapé en flagrant délit de vol serait pendu au écoute. C'était très mal rendu et c'était faux. Vous êtes rendu compte que nous avons fait un communiqué et le gouverneur militaire avait directement fait un démenti à travers son porte-parole que nous saluons. D'ailleurs, je sais qu'il est en train de nous suivre. Donc vous pouvez être rassurés là-dessus. Il y a de grands efforts qui sont fournis. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Une situation qui était critique pendant très longtemps, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain. Mais il y a des efforts, je l'ai dit dans mon mot d'introduction, on ne nous reprochera pas de manquer de volonté. Mais aussi, nous devons savoir que de plus en plus, et vous le suivez, chaque fois que le chef de l'État sort, il parle de la justice transitionnelle. Pour revenir au premier aspect de votre question. La justice transitionnelle voudrait, contrairement à la justice classique, de mettre l'accent sur les victimes de crimes graves. Dans les jours qui viennent, vous entendez parler d'un établissement public qui verra le jour, un fonds d'indemnisation, un fonds de réparation des crimes graves. Et il y a des piliers dans la justice transitionnelle. Il y a la réparation. Aujourd'hui, on peut parler d'une personne impliquée dans tel conflit, tel autre conflit, encore que sur le plan des droits de l'homme, il y a toujours eu ce qu'on appelle, tant que la culpabilité n'a pas été établie par un jugement coulé en force de choses jugées, tout reste dans le cadre des spéculations. Mais il est important qu'on soit regardant. Aujourd'hui, avec plus de 14% de cas positifs ou d'avancées dans le cadre du respect des droits de l'homme, nous devons embrayer sur cela pour ne pas toujours être prompt, ne pas toujours être pressé de parler de tout ce qui est négatif. 14%, c'est quand même beaucoup et nous avons reçu des félicitations de différents partenaires. Nous devons avancer dans ce sens-là et nous continuer à tirer notre pays vers le bas parce qu'avec l'amélioration des droits humains, ça nous donne beaucoup d'avantages, même dans le cadre de la coopération multilatérale comme bilatérale. Je vous remercie. Voilà, prochaine question, Élisée Odia. Bonsoir, Monsieur le ministre. Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera interpellée, jugée, entendue et condamnée. Ces affirmations ne sont pas de moi, mais du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. N'est-ce pas là une preuve que les droits de l'homme ne sont pas respectés ou sont en passe d'être violés dans ce coin du pays? Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit. Il n'y a pas, dans un état dit de droit, ou dans un état qui se veut de droit, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi. Faire le contraire, c'est aller à l'antipode de l'état de droit. Il peut arriver des écarts de langage. Ça peut arriver à quiconque. Mais dans le plan de l'arsenal juridique, c'est-à-dire il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi. Je pense qu'on ne peut pas se focaliser sur des propos peut-être qui sont sortis comme ça, mais en termes d'état de siège et dans un état de droit, il n'y aura pas d'infraction qui m'ait attaqué l'état de siège. Dans quel sens? Faire des critiques, mais pendant l'état de siège, la liberté de penser, la liberté d'expression ne sont pas annihilées. Je voudrais sur cette question justement, j'ai devant moi, je crois qu'on vous l'a distribué, l'ordonnance portant mesures d'application des états de siège sur une partie du territoire. Je vais vous lire quelques dispositions. Article 4. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir, il y a plusieurs points, parmi lesquels
interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public. Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux exécutifs. Je vous donnerai les documents après. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre. L'état de siège, on arrive à l'état de siège lorsqu'une partie de l'intégrité du territoire est menacée. Ce n'est donc pas un état normal. C'est justement le fait que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées, parce que nous avions reçu beaucoup de critiques au début de l'état de siège. Les gens pensaient que ce serait une ouverture pour des abus, entre guillemets. Vous avez vu que les abus qui étaient attendus ne sont pas arrivés, parce que ce n'est pas cela l'esprit. Mais les gens ne doivent pas confondre l'état de siège à un état normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, député national soit-il, vous pouvez être, mais vous n'avez pas le droit, pendant l'état de siège, de tenir des réunions qui peuvent, si le gouverneur militaire estime porter atteinte à ce qui est organisé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas non plus vous prévaloir de vos immunités, parce que nous sommes dans une période où on veut rétablir l'intégrité territoriale. C'est une antichambre d'un état de guerre. Et vous savez que c'est un état d'exception. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. C'est ici l'occasion de rappeler aux uns aux autres. Parce que nous voyons qu'il y a des critiques qui viennent, qui fusent. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Je crois que je vais organiser, quand vous redistribuez l'ordonnance sur l'état de siège, qui vous donne l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège, pour qu'à chaque fois que vous entendrez des choses dites dans les provinces du Nord Kivu ou de l'Ituri par qui que ce soit, que vous preniez le soin vous-même de regarder si c'est conforme, parce qu'il est aussi dit, je ne suis pas juriste, que nul n'est censé ignorer la loi. Votre deuxième question, qui va progresser parce qu'on doit libérer l'antenne. Est-ce qu'on a le droit de critiquer, oui ou non, l'organisation, le déroulement de l'état de siège? Je crois que depuis le début, il y a des critiques, mais pourquoi pensez-vous que les membres du gouvernement sont passés devant la commission défense de l'Assemblée nationale? Pourquoi pensez-vous que nous venons nous exprimer ici? Pourquoi pensez-vous que le porte-parole de l'armée et de la police était avec moi ici pour s'exprimer? C'est pour vous dire que nous connaissons la sensibilité du sujet. Nous tenons aux libertés. Le président de la République est lui-même issu d'un parti qui a fait le combat pour la liberté, justement. Et donc nous ne pouvons en aucun cas œuvrer pour mettre à mal la liberté de certains compatriotes. Rita Bitota. Il nous reste 15 minutes. On va prendre 3 ou 4 dernières questions parce que il faut libérer le temps d'antenne pour le journal. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux petites préoccupations. La première concerne l'arrivée des experts militaires américains au pays. Alors déjà, des voix se lèvent pour condamner cette option. On estime que certains vont même jusqu'à dire que c'est de la naïveté de notre part, parce que partout où les Américains sont passés, on sait très bien qu'ils n'ont pas su imposer la paix. Est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de la RDC? Est-ce que ceux qui pensent que ça a été une erreur, est-ce qu'ils ont tort? La deuxième question concerne justement les auditions qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale. À l'issue de ces auditions, le président de la Commission défense et sécurité a relevé le fait qu'il y a nécessité que certains détails soient recadrés. Alors au niveau du gouvernement central, quelles sont les failles que vous avez relevées? Et puis la dernière préoccupation, c'est vrai, on enregistre des rééditions, mais le plus grand problème, c'est l'encadrement de ces éléments. Parce que tout récemment, en Ituri s'est rendu, était en train de se plaindre, ils étaient abandonnés à leur sort, il n'y avait pas de financement de la part du gouvernement. Et puis les programmes de démodélisation et réinsertion, on en a connu dans ce pays, mais pas vraiment de résultats, on n'a pas atteint les résultats attendus. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que cette fois-ci, ça sera la bonne? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez posé finalement 34 questions, il n'y a pas de problème. On va commencer par la dernière. J'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance qui crée le programme DDRCS. J'ai parlé de la nomination de son animateur et de la nécessité pour nous de prendre en charge immédiatement ceux qui s'y rendent. Ils sont évalués, le Premier ministre l'a dit récemment dans sa communication, à 3524. Et chaque jour, il y a des redditions parce que les militaires continuent de travailler. D'ailleurs, mon collègue qui est à ma droite l'a constaté quand il était sur place. Et donc, mais pour ce qui concerne
ce que nous, on a noté comme difficulté durant l'application de l'état de siège, je crois que le Premier ministre l'a révélé. Il y avait justement beaucoup de préoccupations sur l'administration de la justice. Nous étions sur place avec le président de la République, nous y avons fait 3 semaines. Il y avait des plaintes de la société civile. Je crois que quand nous sommes revenus, immédiatement après, la ministre de la Justice a pris une circulaire qui permettait à la justice civile d'opérer. Je parle sous le contrôle de mon collègue qui est juriste, qui pourra me compléter sur le sujet. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège. Nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège, il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où les problèmes perdurent depuis 20-25 ans. Mais il ne faudrait pas nous reprocher de manquer de volonté. De toute évidence, nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations. Alors, au sujet de l'arrivée des experts militaires américains, il ne faut pas qu'on se lèse. Ici, c'est sur notre armée que nous devons compter en primeur. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé le programme Béné-Lekoyaté. Nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés. Mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier si ce n'est pas notre armée? Moi, je me désole très souvent de regarder, de voir comment de manière, parfois, excusez-moi le terme, légère, nous tous, on s'en prend à nos militaires, on s'en manque, on rigole. Mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et ces femmes consomment pour la protection du pays? Les militaires, les enseignants, les personnels médicaux. Parfois, lorsque on dit des choses sur notre armée, il faut se regarder. Alors, l'armée, là, vous la diabolisez, mais quand est-ce que vous aurez une autre? Le président de la République est arrivé, il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille. Si vous regardez, le chef d'état-major général est resté le même. Il ne faut pas demander au président Tshisekedi, même par pouvoir magique, de créer une armée en 5 ans. Ce ne serait pas républicain, parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée, mais c'est dans le cadre de ces efforts, parce que nous faisons face au terrorisme qui est une menace mondiale. Il y a une coalition mondiale qui existe contre Daesh, qui a tenu des réunions, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutulo, l'a pris par là-bas. Et c'est donc ce qui se passe chez nous ici, c'est un embryon, vous savez que nous avons 9 voisins. Si on laisse ces cancers des terroristes et ces métastasés, mais toute la région sera perturbée et ça entachera la sécurité du continent et la sécurité mondiale. Et donc dans le cadre, puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement américain, les experts qui sont spécialisés sur les questions de terrorisme sont arrivés. C'est notre armée qui fera la bataille, ils viendront regarder le plan, quel type d'appui, quel type de besoin, quel type de renseignement, et nous verrons comment avancer. Donc ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme, et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains les premiers à se mobiliser à ce niveau-là, en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO, mais nous souhaitons que d'autres pays, d'ailleurs, s'ils sont disponibles, les termes nous pourront en convenir, pour que nous puissions avoir une armée forte et puissante, capable de défaire ce terrorisme, parce que ceux-là ne se rendent pas comme les autres miliciens des groupes armés nationaux. Monsieur le ministre, peut-être un commentaire sur ces questions. Nous pensons que dans le cadre de la collaboration, lorsqu'il y a des situations qui menacent la paix, nous l'avons suivi avant que l'ancien président de la République n'entende pas. Lorsque la crise s'était exacerbée, on avait fait appel à d'autres forces étrangères, des forces zimbabwéennes, des forces angolaises, nous nous en souvenons. Je pense que tout est question de volonté, question d'encadrement. Ce n'est pas parce qu'on fait appel à des forces ou à des experts étrangers qu'on va hypothéquer notre souveraineté nationale. C'est une question de bon sens et de principe de savoir encadrer ce qui doit être fait. Mais cela dénote de la volonté expresse, la volonté du chef de l'État à ne rien négliger, à tout mettre sur la table, à tout mettre de son côté pour que nous puissions avancer, pour que nous ramenions la paix en République démocratique du Congo. Cela est très important. Vous avez presque tout balayé. Merci. Dominique Mukenza. Jules, on va finir avec toi. Voilà, Dominique, il faut faire vite, nous devons libérer l'antenne pour le journal, s'il vous plaît. Merci, Son Excellence.
J'ai eu quelques préoccupations de la pose de porte-parole du gouvernement. Il y a blocage dans la désignation des animateurs de la CENI. C'est bien sûr l'état de siège. Non, c'est moi qui m'adresse à vous. Le dialogue pour dégager un consensus piétine. À la place, nous assistons à des correspondances. Les confessions se réunissent séparément. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais quel commentaire vous voulez que je vous donne, cher Dominique? Le Premier ministre a répondu à cette question au cours de sa dernière sortie dans le cadre de son jour. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce qui est attendu de nous dans le cadre du processus électoral? Le financement, la mise à disposition de moyens pour la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucune responsabilité dans le choix des animateurs de la CENI. Nous suivons avec attention la question, vous avec nous sûrement. Et lorsque les gens parlent de dialogue, mais de quel dialogue on parle encore? Pour parler de quoi? Vous vous souvenez qu'il y a même pas une année, le président de la République a initié des consultations plurielles qui ont pris un mois. Il a parlé avec toutes les forces représentatives du pays, les forces politiques, les forces sociales. Et au terme de ces consultations, il est ressorti un plan qui veut que les élections se tiennent entre autres dans le délai, parce que nous tous nous avons convenu, il y a un gouvernement de l'Union sacrée qui a été mis en place avec toutes les forces qui ont été consultées. Alors un dialogue pour parler de quoi? Pour parler de l'organisation des élections ou pour parler de quoi? Bon, peut-être que le moment venu, il faut spécifier la question, mais ici, ça doit être clair. La volonté du gouvernement, c'est dit et redit, nous voulons faire les élections dans les délais. C'est aussi ici l'occasion de réitérer l'appel que le Premier ministre a lancé aux différents acteurs qui sont impliqués dans ces processus. Ils doivent se dépasser, ils doivent se surpasser parce que nous avons le temps qui court. Parce que je lis à gauche, à droite, on parle des glissements. Si vous pensez, si on vous dit que le gouvernement planifie les glissements, c'est une grosse erreur, un fake news. Nous travaillons dans la perspective de l'organisation des élections dans les délais impartis. Ça doit être bien clair et bien noté. Mais donc, pour arriver au dénouement du processus électoral, il y a des processus par lesquels nous passons qui sont fixés du reste par l'Assemblée nationale. Les différentes composantes sont en pleine discussion. Nous espérons qu'ils vont faire vite pour permettre au gouvernement d'avoir un interlocuteur avec lequel avancer sur le processus électoral. Rassure Titita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. C'est quand même assez simpliste de croire qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme et de balayer d'un revers de la main le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais ça veut dire qu'entre vous, gouvernement de la République et le BCNDUH, il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Je ne voudrais pas ici utiliser l'expression ment ou mensonge, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Parce que dans son rapport, le BCNDUH est clair, plusieurs violations de droits de l'homme, notamment les violations commises par des agents de l'État, et ça pointe du doigt la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Peut-être une réaction très musclée de la part du gouvernement où les FARDC sont mis en cause et les éléments de la police nationale congolaise, plutôt que de nier et de dire que tout va bien, alors que c'est l'image même de l'armée congolaise et de la police qui est mise en mal. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, qu'est-ce que vous répondez au BCNDUH et si cela n'est pas vrai, qu'est-ce que vous demandez pour réparer le préjudice? Merci beaucoup, madame. Je pense qu'à aucun moment, j'ai dit que tout va bien, le tableau est effacé, circulé, il ne se passe rien. Non. Il y a des cas de violation des droits de l'homme qui ont été enregistrés, qui sont enregistrés et qui seront enregistrés dans tous les États du monde, même aux États-Unis. En France, on enregistre des cas de violation des droits de l'homme. Mais ce qui est important, c'est d'afficher une volonté manifeste de réduire le plus possible
ces cas de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi il faut rencontrer justement ces cas de violation des droits de l'homme en amont, en formant. Vous savez, l'une des raisons majeures avancées par ces agents de l'ordre, c'est que nous ne savions pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ratifié un instrument important, l'interdiction de la torture, de l'usage à la torture, pour obtenir des aveux en justice, par exemple, ou toute forme de torture, toute réduction, d'ailleurs, c'est affirmé même déjà dans la Constitution, la torture.